Super. Ouais, c'est bon, nickel. C'est bon pour vous? Ouais. Ouais, top. Il est bizarre ton chien, il est à moitié à travers l'échographe. Ouais, vous avez vu? Je vous ai mis une petite photo parce que en ce moment, on entend pas mal parler de l'intelligence artificielle Ouais. et il s'améliore pas mal. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais en fait, au début, par exemple, les stéthoscopes, pour lui, c'était difficile à faire. Là, on peut voir aussi les branches du stéthoscope, il en Ouais, manque une, ça va pas. etc. Donc, c'était Nous juste pour... avons un chien fantôme. voilà. Là, je Comme ça, lui ça avais va, demandé... Je lui avais demandé, je sais plus, un chien en échographie chez un vétérinaire ou quelque chose comme ça. Et ça me fait marrer de voir que pour l'instant, il a encore un petit peu du mal sur certains à trucs. paramétrer les images. Donc, je vous La mets dernière des fois, nous, on a petites voulu images. faire un chien qui se faisait faire un bandage. Ok. Et en fait, donc, il y avait ses 4 pattes et tu avais une patte qui sortait de n'importe où, qui était en train de se faire bander. Mais ouais, chien 5 pattes. Donc voilà, je profite de l'IA pour mettre des photos originales qui n'existent pas dans le monde réel. Écoutez, je vous souhaite une bonne formation à tous. N'hésitez pas à participer, c'est toujours mieux si on participe. Et surtout, les conférences de Camille sont très chouettes pour ça, c'est qu'elles sont faites pour être interactives. Donc, soyez l'autre partie de l'interaction. Voilà. Bonne séance à tous. Merci Julie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je me représente toujours, je m'appelle Camille, je suis assistante en deuxième année d'imagerie à Onlivet à Lyon. Globalement, aujourd'hui, on va parler d'échographie POCUS. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on avait pas mal parlé des artefacts, des réglages, et puis on avait fait l'échographie POCUS abdominale. Aujourd'hui, ce sera l'échographie POCUS thoracique. Je pense que le format d'une heure sera sera pas suffisant pour aborder le cardiaque. Donc, pour l'instant, je vous ai préparé que le thoracique, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter et j'aurai l'occasion au cours d'une autre formation, de vous refaire un point sur le cardiaque parce qu'il y a aussi énormément de choses à dire. Et j'ai préféré vous faire un format un petit peu plus détaillé pour aller en profondeur. J'ai du mal à estimer ce que vous faites réellement en pratique. Donc, pareil, n'hésitez pas à poser vos questions, me couper, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui posent des questions dans le chat, j'y ai pas accès, moi. Je ne peux pas le voir, donc n'hésitez pas à prendre la parole et à poser les questions directement. Les autres qui les voient, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Et puis voilà, on est là pour discuter. N'hésitez pas à me donner des retours sur ce que vous faites, ce que vous trouvez difficile, pas difficile, parce que c'est comme ça qu'on va tous tirer le maximum de cette formation. Je vous ai remis donc un petit résumé de ce qui va se passer. Oui, on va parler de POCUS thoracique, donc en particulier de ligne B, du poumon normal sain, de tous les signes. Je vous ai mis les noms en anglais, mais donc signe du glissement, signe du rideau, signe du déchiquetement ou de l'irrégularité, épanchement pleural, pneumothorax également. La dernière fois, on avait fait des petits rappels de physique. Le plus important à retenir de tout ça, c'est que vous avez une sonde échographique qui est à la fois émetteur et récepteur, qui va émettre des ultrasons et qui vont revenir, car elles vont être réfléchies par une interface. Et c'est ça que la sonde va interpréter avec des notions d'échogénicité. Le gaz et l'os seront hyper échogènes. L'os ne laisse pas passer... et ne laisse pas passer les ultrations et particulièrement en fait les absorbe et du coup ce qui va nous créer un cône d'ombre contrairement au gaz qui plutôt est une surface très réfléchissante qui va donc renvoyer énormément de rayons à la sonde et qui vont faire des lignes équidistantes parallèles. Donc, je reviens particulièrement sur cet artefact de réverbération qui concerne beaucoup le thorax. Alors, je vous ai remis des images de la dernière fois de l'abdomen parce qu'elles sont plus jolies. Mais globalement, voilà, c'est quand l'onde rencontre une surface très réfléchissante comme le gaz. Et donc, s'il y a beaucoup de gaz et qu'il n'y a que ça, ça va faire comme ce qu'on a dans le côlon ici. Donc, la ligne hyper échogène qui est le gaz sur lequel ça va se réfléchir, qui va réfléchir les ondes. Et ensuite, toutes ces lignes-là hyper échogènes, équidistantes, qui sont en fait le retour des ondes réfléchies par cette interface et qui font ping-pong en fait entre la sonde et la surface et avec le délai de temps, le temps que l'onde soit réfléchie, c'est ça qui va nous faire la profondeur en fait de cet artefact.
Quand on a une interface gaz avec du liquide ou du gaz ou du liquide entouré par du gaz, ou l'inverse, on va avoir des queues de comète qui sont donc ces lignes B qui sont assez bien caractéristiques. Hein. Elles s'étendent très profondément dans le champ. Elles sont hyper écogènes, très verticales. Mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est bien de les avoir en tête pour savoir, quand on les observe, précisément ce qu'on regarde et ce que ça signifie. Donc le POCUS, c'est l'échographie au point d'intervention, Point of Care Ultrasound. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut la faire à n'importe quel, même sur un patient instable, ce qui était anciennement appelé au chevet du patient. Donc on s'adapte en fait à la stabilité du patient pour pouvoir réaliser cette échographie. L'objectif, c'est d'optimiser la prise en charge. Avant, quand on faisait des T-FAST, A-FAST, c'était vraiment pour répondre à des questions très précises. Est-ce qu'il y a de l'épanchement, oui ou non? Maintenant, le POCUS, et il y a même encore d'autres techniques qui ont été publiées dans les articles, ça vise vraiment à avoir une appréciation globale de l'animal et pouvoir répondre à plus de questions que est-ce que oui ou non il y a de l'épanchement pour adapter au maximum en fait votre prise en charge derrière et pouvoir stabiliser le plus vite l'animal. La méthodologie qui est associée à ça, c'est vraiment de poser des questions binaires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une échographie pour aller voir ce qui se passe et on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Ça, c'est le meilleur moyen de voir des choses et de ne pas savoir les interpréter. Le meilleur moyen d'être sensible et spécifique, et ça a été publié et montré dans des articles, c'est vraiment de se faire sa petite liste de questions avant de ce qu'on va rechercher. Donc, est-ce que oui ou non il y a de l'épanchement? Est-ce que oui ou non il y a un pneumothorax? Est-ce que oui ou non j'ai une masse pulmonaire? Est-ce que oui ou non j'ai une dilatation atriale? Et en fait, c'est vraiment en se faisant cette petite liste de questions à laquelle ensuite on va répondre via notre examen qu'on va pouvoir être le plus sensible et spécifique et qu'on ne va pas se perdre dans d'autres questions et d'autres choses qu'on va voir qui vont nous poser problème parce que dans le thorax, on ne voit pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup d'artefacts et ça peut vite nous induire en erreur. Bien sûr, ça ne remplace pas un examen clinique, donc c'est toujours important que ce soit votre examen clinique qui vienne aiguiller vos questions auxquelles il faudra répondre via l'échographie. Et bien sûr, ça ne remplace pas non plus une échographie, notamment, je parle pour la FAST, je le redis, plutôt le POCUS abdominal, ça ne remplace pas une échographie abdominale complète, notamment par un spécialiste ou en tout cas quelqu'un de compétent en échographie parce que cette échographie-là, elle va pouvoir être faite sur un animal qui pourra être dans de bonnes conditions et éventuellement sédaté au besoin, avec un temps qui est dédié, etc. et pas dans l'urgence. Et l'évaluation de l'ensemble des organes ne sera pas la même que ce qu'on fera sur un POCUS abdominal. Les avantages du POCUS, je pense que vous les connaissez déjà bien. C'est super facile. La plupart des gens peuvent le faire sans souci et on l'apprend très, très bien. On monte rapidement en compétences dedans. C'est un examen qui n'est pas invasif, plutôt rapide, peu coûteux. Il peut se faire dans plein de conditions, y compris sur les patients qui sont instables, y compris sur les patients sur lesquels on est en train de faire autre chose, notamment poser un cathéter. Donc, ça permet vraiment de pouvoir le faire en toutes circonstances. Globalement, en urgence, ça fait partie de l'examen clinique pour les patients en détresse respiratoire. C'est quasi incorporé dedans. C'est quand même un examen qui a des limites en thoracique qui ne permet pas de visualisation du thorax dans son ensemble. On a quand même une évaluation qui est limitée, notamment aussi parce qu'on a les côtes et parce que l'air ne laisse réfléchir les ultrasons et donc ne les laisse pas passer. Donc, on peut voir essentiellement ce qui est en surface, mais difficilement l'ensemble du parenchyme, notamment pulmonaire. Et c'est quand même peu spécifique. Et également peu sensible, on peut louper des lésions et parfois on peut voir des choses et c'est quand même pas toujours ça. Donc attention toujours à l'interprétation. Voilà, je vous ai remis poser des questions binaires, le type de questions qu'on peut se poser.
Épanchement pleural ou péricardique, oui ou non. Pneumo, oui ou non. Liquide alvéolaire, donc ligne B, poumon humide, oui ou non, etc., etc. N'hésitez pas, ça va vous faire même un petit papier en amont. Ça permet vraiment d'être plus précis dans la façon dont vous allez dérouler votre examen. Les indications du POCUS thoracique, bien évidemment, les détresses respiratoires, en traumatologie, donc même sur des patients qui ne sont pas, notamment en tachypnée ou dyspnée, sur des AVP, des chutes, aussi des plaies pénétrantes, éventuellement des corps étrangers, je pense à tout ce qui est bâton chez les chiens, des choses comme ça, les stick injuries. Chez des patients instables, en état de choc dont on ne comprend pas pour l'instant l'origine. Également en post-opératoire, mais souvent ce sera soit dans des chirurgies vraiment thoraciques, intrathoraciques. Donc je pense notamment à la prise en charge des pyothorax, par exemple, dans lequel ça va nous permettre de suivre la quantité et la qualité de l'épanchement, comment il évolue, combien il y en a, de pouvoir aussi vérifier éventuellement la sonde, les drains thoraciques, pardon, s'il y en a, sachant que la position du drain thoracique, c'est plutôt la radio qui va être le meilleur examen pour l'évaluer. Et également, on va s'en servir aussi en suivi des patients pour voir si la quantité d'épanchement, elle augmente, elle décroît, et comment elle évolue aussi dans sa qualité. Est-ce que ça devient plus écogène, moins écogène, etc. Pour la méthode, très simple, il ne faut pas grand-chose. Pour le patient, une position confortable dans laquelle il va bouger le moins possible. C'est comme ça que vous réussirez à avoir à la fois les meilleures images et donc aussi derrière la meilleure interprétation, et pour lequel vous ne mettez pas aussi en danger l'animal en détresse respiratoire notamment. Donc souvent, cette position, la plupart du temps, en pratique, c'est en décubitus sternal ou éventuellement debout. Donc mettez-vous dans ce qui vous est le plus à l'aise. Pour des patients très critiques, parfois on peut aussi avoir le décubitus latéral. On évite de les mettre en décubitus dorsal complètement sur le dos, comme en échographie abdominale, parce que vous le savez, ça va diminuer leur capacité respiratoire. Donc, on vise quand même à ne pas le faire dans la mesure du possible. Ce qu'on va utiliser, c'est la sonde microconvexe. Alors, il y a une étude qui a montré qu'il y en a peut-être qui sont à l'aise avec la sonde cardiaque. En réalité, l'une ou l'autre dépend vraiment de l'opérateur. Et il y a une étude qui a montré qu'on n'avait pas de différence de détection des lésions au POCUS, que ce soit entre la microconvexe ou avec la sonde cardiaque. Donc, mettez-vous avec celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Souvent, en pratique, c'est la microconvexe qui est la plus utilisée, avec un réglage en plus en mode abdominal, parce que c'est celle sur laquelle on est la plupart du temps le plus habitué, et donc on détectera le mieux les choses. Mais c'est à la discrétion de l'opérateur. Pas de tonte nécessaire, éventuellement chez les chiens avec un poil très dense, je pense aux chochos ski notamment, vous pouvez le faire, mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin, on écarte juste les poils et on met de l'alcool. Attention, l'alcool, à ne pas en mettre en trop grande quantité, notamment chez les chats en état de choc. Ça peut vite les mettre aggraver en tout cas une éventuelle hypothermie. Ça a tendance à les refroidir rapidement. Éventuellement, si vous trouvez que vous n'avez pas un assez bon contact, vous pouvez mettre du gel aussi sans souci, mais la plupart du temps, il n'y en a pas besoin. Par rapport à la position, j'ai mis attention à la relation gravité-position. C'est important, selon la position de votre animal, de vous dire où est-ce que se mettra le liquide et le gaz, parce que c'est essentiellement ça qu'on va regarder. Donc, si le patient est en décubitus sternal ou latéral, par exemple, le pneumothorax ne va pas se mettre exactement au même endroit. Donc, vraiment, pensez bien à ce point le plus haut dans le patient, donc plutôt cododorsal s'il est en sternal, et puis plutôt en fait assez médial s'il est en décubitus latéral, au point le plus haut précisément. Par rapport à la technique de comment on le réalise, il est important, je vous ai mis de reconnaître les 5 bords clés. Donc, globalement,
La ligne qui est en rouge ici, c'est là où vous aurez le signe du rideau, donc c'est le diaphragme et vraiment la limite entre le parenchyme pulmonaire et votre abdomen. Au niveau dorsal, juste ici, vous aurez toute la musculature qu'on dit hypaxiale, donc sous les vertèbres, qui viendra faire votre limite supérieure. Crânialement, vous serez gêné par le membre thoracique et l'épaule, et également l'entrée du thorax qui va venir vous limiter votre évaluation du champ pulmonaire ici. Et puis ventralement, vous aurez la ligne pleurale qui est notée en bleu, et puis en rose, la ligne pulmonaire, où vraiment s'arrêteront les lobes pulmonaires à droite comme à gauche. Par rapport à la méthodologie, ce qui est conseillé maintenant, c'est de faire ce S en partant du cododorsal et en revenant crânio-ventral. Donc, ce sera un S inversé de chaque côté. Il y aura un S normal à gauche et puis un S inversé à droite. Et de mettre votre sonde perpendiculaire à l'axe des côtes pour un premier trajet. Et après, on reviendra quand on sera plus ventral pour l'évaluation, notamment cardiaque, et cette fenêtre ici, on viendra se remettre parallèle aux côtes, sachant que dans tous les cas, ça c'est le trajet initial, mais qu'en réalité, on viendra bouger la sonde dans tous les angles et pas hésiter à changer l'angle de notre sonde, éventuellement se remettre un petit peu plus en diagonale pour avoir une image que vous puissiez interpréter le plus possible. On va reprendre un petit peu les lignes A et le signe de Batman qui correspond globalement au poumon qui est sain. Donc, ce fameux signe de Batman qui est remis ici là sur le schéma. Globalement, vous allez avoir une ligne hyperéchogène qui va être votre côte. Ensuite, la côte va complètement absorber les ultrasons et faire un gros cône d'ombre. Et donc, entre deux côtes, vous allez pouvoir voir la ligne pleurale, qui va être cette bande hyperéchogène notée en jaune ici, qui va être très réfléchissante et qui va vous faire dorsalement, pardon, non, ventralement, il sera debout, qui va vous faire ventralement des lignes équidistantes qui représenteront les lignes A. Globalement, ce qui va être important, c'est de repérer votre ligne pleurale, qui est globalement la première ligne hyperéchogène que vous verrez à peu près entre hauteur de vos deux côtes. Ce que vous verrez qui est le plus proche de la sonde, ce sera tout le tissu sous-cutané, les fascias, etc., qui ont un aspect un petit peu plus hypoéchogène, éventuellement granuleux, parfois un petit peu hétérogène. Et en tout cas, il peut y avoir des lignes hyperéchogènes aussi dedans, mais la vraie ligne franche, un petit peu épaisse, ce sera la ligne pleurale. Et globalement, pour l'évaluation des lignes A, on se met comme positionné sur le chien ici, donc au début de notre S, et on va être perpendiculaire aux côtes. Je vous ai remis l'image ici des lignes A pour bien qu'on se rende compte. Ça, c'est une image de la sonde quand juste on allume l'échographe et qu'on ne met pas de gel dessus ni d'alcool. Donc, c'est vraiment la sonde qui rencontre une première couche d'air. Cette première couche d'air, c'est la couche qui est ici et qui va faire ces lignes A bien régulières. C'est globalement là où on voit le mieux les lignes A. Quand on regarde vraiment au niveau du parenchyme pulmonaire, là, je vous ai remis une image un petit peu plus grande du signe de Batman, avec ici les deux cônes d'ombre générés par les côtes. On voit le tissu sous-cutané là qui est un petit peu hétérogène, quand même à tendance un petit peu plus hypo. Et puis ici, on voit vraiment la ligne pleurale qui est très hyperéchogène avec en bleu, les flèches bleues, les lignes A qui vont être hyperéchogènes, équidistantes, sous-jacentes. Des lignes A, on peut en voir avec ou sans pneumothorax. Donc, ça peut être du poumon sain, mais ça peut être aussi un pneumothorax. Donc, ça ne va pas être un critère différenciant, tout simplement parce que ça veut juste dire que c'est une interface d'air. Globalement, ça veut juste dire que sous la plèvre, il y a de l'air. Ce qui va nous aider pour faire la différence avec un pneumothorax, c'est le signe du glissement. Donc, le signe du glissement, c'est un signe qui est physiologique,
globalement, en fait, c'est l'exacte interface entre les deux plèvres, pariétale et viscérale. Pariétale accrochée au thorax, viscérale accrochée, entre guillemets, au poumon. Ça va nous faire, en fait, cette impression de glissement de la plèvre qui est viscérale sur la plèvre pariétale, donc avec les poumons, sur la plèvre pariétale. C'est ça vraiment le signe qu'on va précisément voir. On peut le voir à deux conditions. Il faut que l'animal respire. Donc, quand vous le voyez, bouger, donc ça, c'est une respiration lente. Hein, c'est un animal qui est sédaté en écho. Il faut vraiment qu'il respire parce que c'est comme ça qu'on va avoir le mouvement qui se crée. Et il est possible uniquement si les deux plèvres sont accolées et peuvent glisser l'une sur l'autre. Donc notamment, on ne le verra pas en cas d'épanchement pleural, de pneumothorax, en cas d'adhérence entre les plèvres ou s'il y a une masse, etc. Il est plus facile à voir qu'ododorsalement. Donc souvent, on se met vraiment le plus à l'extrémité du thorax, tout cododorsalement. À la limite, on va aller repérer notre limite entre le thorax et l'abdomen. Nos muscles hypaxiaux, donc sous la musculature vertébrale, qui sont dorsaux. Et puis, on va vraiment se mettre à ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de mouvement en fait, des poumons et où ce signe du glissement, il sera le plus facile à voir. Ok, je vous l'ai remis une petite fois. Ce signe, il va être quand même plus difficile à voir quand l'animal est en tachypnée, ce qui est parfois le cas quand ils sont en détresse respiratoire. Donc, je vous ai mis des petits tips pour pouvoir au mieux le voir. N'hésitez pas à stabiliser le patient, donc à le mettre sous oxygène, anxiolytite. Hein, on connaît cette prise en charge de la détresse respiratoire, qui est de les mettre sous oxygène et avec éventuellement du butorphanol pour pouvoir déjà diminuer la dyspnée, et notamment le côté respiration rapide, ce qui va permettre de mieux voir ce signe-là. Particulièrement au niveau de l'échographe, vous pouvez augmenter la profondeur et diminuer le gain. Ça fera une ligne pleurale vraiment plus hyperéchogène et un petit peu plus granuleuse. Et parfois, ça aide un petit peu pour mieux la reconnaître. Et voilà, et bien aller chercher cododorsalement, c'est là où on le verra le mieux. Donc, globalement, un poumon sain, quand je fais mon focus thoracique, ça va être de visualiser des lignes A et un signe du glissement. Donc, vous voyez que les lignes A, parfois, ça peut quand même être pas si facile que ça à interpréter. Notamment ici, on voit que cette bande-là hypoéchogène, elle est réfléchie, mais c'est difficile de l'évaluer avec précision. Par contre, le signe du glissement, il est quand même plus facilement visible. On peut aussi avoir des lignes B. On en voit quelques-unes. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors ici, je ne pense pas que ce soit tout à fait une ligne B. Bon, elles sont très discrètes ici, mais sur cette vidéo, qui est une vidéo physiologique de chien normal, qui peuvent se passer dans le champ, globalement, on considère que s'il y en a maximum 3 par champ échographique visualisé, on considère que c'est normal. Elles peuvent être seules ou par paire. Par contre, ce n'est pas possible qu'elles soient coalescentes, c'est-à-dire toutes continues et prendre l'ensemble de l'espace, ou en tout cas un large espace de votre champ échographique. Si elles sont physiologiques, elles sont vraiment fines et il y en a une ou deux. Elle est toute seule ou par paire et vous en pouvez en avoir jusqu'à 3 par champ. Quand ce signe du glissement, s'il n'y est pas, donc, comme je vous l'ai dit, soit c'est un défaut d'apposition des plèvres parce qu'il y a quelque chose entre les deux, soit de l'air, soit du liquide, soit du tissu, soit c'est parce que les plèvres, elles sont adhérentes l'une à l'autre, soit c'est parce qu'il y a une absence de mouvement de votre patient, notamment s'il est en apnée. Donc, le défaut d'apposition des plèvres, c'est notamment le cas en cas de pneumothorax, d'épanchement pleural, de hernie diaphragmatique, où vous allez avoir pareil des tissus qui se mettent dans l'espace pleural, ou alors une masse intrathoracique, notamment une masse médiastinale dans l'espace, une masse médiastinale notamment. Vous pouvez avoir aussi des abcès, des granulomes. Ce signe du glissement, il peut être réduit, c'est-à-dire qu'au lieu de le voir glisser sur l'ensemble de votre champ échographique, vous pouvez vraiment voir un glissement beaucoup plus
discret, beaucoup moins long en distance, entre guillemets. Ce qui arrive notamment en cas d'inflammation sévère du parenchyme pulmonaire, on peut le voir notamment en cas d'asthme. Donc ça, si jamais vous pouvez toper ce signe-là, ça peut vous aider aussi éventuellement dans la suite du diagnostic. Ensuite, on va passer aux lignes B. Les lignes B, Les lignes B, je vous ai mis une image fixe d'abord pour qu'on revoie ensemble les 5 critères d'une ligne B. La ligne B, c'est donc un artefact de réverbération à l'interface entre du gaz et du liquide. On va observer à l'échographie une ligne hyperéchogène, verticale, qui prend origine vraiment à la ligne pleurale, pas au-dessus, pas en dessous, qui a un mouvement synchrone avec les poumons lors de la respiration. Donc ça, pour évaluer ça, c'est bien important que vous ne bougiez pas avec votre sonde, et que l'animal non plus ne bouge pas, et que ce soit vraiment lors du mouvement de la respiration que vous voyez uniquement le parenchyme pulmonaire bouger, et que ça ne vous fasse pas d'artefacts et de surinterprétation, parce que vous, avec votre sonde, vous bougez aussi. Donc, mais voilà, il y a ce mouvement synchrone au poumon. Elles s'étendent au-delà du champ échographique pulmonaire. Donc le champ pulmonaire, il s'arrête à peu près ici. Ce qu'on voit ici en bas en hyperéchogène, les sortes de vaguelettes, ça c'est un artefact du matériel de la sonde, probablement parce qu'on l'a un petit peu usé. Ça c'est notre échographe DSI. Donc c'est pas interprétable. Et donc on voit qu'elles s'étendent vraiment tout au fond là du parenchyme, du champ échographique, pardon, tout en bas. Et elles vont avoir une autre qualité, c'est qu'elles masquent les lignes A sous-jacentes. Quand vous voyez des lignes B, c'est vraiment juste hyper échogène, plein, entre guillemets. Je vous ai mis une petite vidéo, juste ici pour que ce soit clair pour tout le monde, si elle veut bien démarrer. Alors, ma petite vidéo. Alors, voilà. Je vous la remets quelques fois. Donc voilà, on voit, là, on a vraiment ces 2 types de lignes B, plutôt vers la gauche de l'image, de la vidéo, des lignes B qui sont plus fines les unes à côté des autres, et à droite, vraiment au contact ici de la silhouette cardiaque, on a des lignes B qu'on dit coalescentes. Donc en fait, il y a tellement de petites lignes B regroupées les unes aux autres que ça va nous faire une grande ligne B qui prend un espace plus large dans mon champ échographique. Okay. Pour le diagnostic différentiel de ces lignes B, globalement, les grandes catégories, ça va être un œdème cardiogénique, un œdème non cardiogénique, notamment secondaire à noyade, crise convulsive. On peut avoir aussi inhalation de toxiques, de fumée, notamment lors des incendies. On peut avoir aussi les hémorragies et contusions pulmonaires et les pneumonies. Donc, globalement, la présence de pus. Donc, globalement, on retrouve le diagnostic différentiel habituel avec soit du liquide, soit du pus, soit du sang. Le fait qu'il y ait une ligne B que vous puissiez voir, ça signe l'absence de pneumothorax à cet endroit, parce que si vous aviez un pneumothorax, il y aurait de l'air dans votre espace pleural, et vous ne pouvez pas en fait voir le poumon sous-jacent. On est d'accord que la ligne B aussi, elle interprète un parenchyme pulmonaire en périphérie. Donc, si vous avez des lignes B, c'est parce que en périphérie de votre parenchyme pulmonaire, il y a du liquide dedans. Du liquide, mais pas que. On peut aussi également avoir des lignes B quand on a de l'atélextasie, surtout quand elle est débutante. Ça peut être secondaire en décubitus, donc un animal qui va rester un petit peu longtemps en décubitus latéral, on va avoir une atélextasie du lobe. Globalement, c'est assez rapide, hein. C'est en quelques minutes que la télectasie se fait déjà. Ça peut aussi être secondaire à l'anesthésie ou à une sédation. Et le temps que ça se rétablisse, ça peut prendre 10 à 20 minutes. Donc, c'est normal. Parfois, vos lignes B, elles peuvent juste être dues à de l'atelectasie, ça, pensez-y. Mais souvent, il y en a quand même beaucoup moins qu'un vrai poumon humide, comme on peut le voir
sur un œdème cardiogénique. Cette atelectasie, elle peut aussi être due à un effet de masse, donc à une masse soit pulmonaire, soit médiastinale notamment, qui va venir comprimer les lobes et diminuer leur volume. Elles peuvent aussi être incluses notamment en cas de fibrose ou de masse pulmonaire, où on peut avoir des lignes B quand il y a vraiment une toute petite quantité de liquide autour du gaz. Ces lignes B, globalement, dans votre tête, pour avoir une idée et se représenter ce que ça donnerait à la radio, ça correspond à un pattern interstitiel à alvéolaire. Donc ensuite, ça sera important de les localiser pour pouvoir vous imaginer une représentation radiographique. Par exemple, quand vous verrez énormément de lignes B, notamment crânio-ventrale, si j'ai un chien qui, par exemple, présente une dyspnée secondaire à un vomissement ou des régurgitations, bah, ça va nous orienter vers une bronchopneumonie parce que la localisation crânio-ventrale, parfois asymétrique et vraiment focale dans le parenchyme pulmonaire, va nous y faire penser. Donc, c'est important aussi de les localiser et de dire s'il y en a à gauche ou à droite dans l'ensemble du parenchyme, plutôt crânial, plutôt caudal, plutôt dorsal ou plutôt ventral. Ok. Je vous ai mis des petits pièges. Globalement, ça c'est un petit peu technique, c'est pas facile à voir avec tous les échographes, mais c'est important d'en avoir confiance parce que parfois vous avez peut-être vu ces artefacts et vous avez dit mais qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est une ligne B, est-ce que c'en est une, est-ce que c'en est pas une? Elle n'a pas le même aspect. Il y a la ligne Z, elle prend origine de la plèvre pariétale, mais elle ne va pas bouger avec le signe du glissement. Donc, ce n'est pas quelque chose de pulmonaire. Elle n'efface pas les lignes A. On peut les voir quand même encore à l'intérieur. Là, les lignes A, vous en avez des belles à côté ici sur cette image échographique. Elle s'efface assez rapidement, souvent après 2 à 5 cm. Et globalement, on la voit sur des chiens sains, aussi sur des chiens pas sains, qui ont des pathologies respiratoires, mais sa signification, elle est inconnue, donc on ne sait pas trop quoi en faire. Donc globalement, c'est surtout pour vous dire que quand vous visualisez une ligne hyperéchogène, rappelez-vous bien des critères, il faut qu'elle aille jusqu'au fond du champ, enfin vraiment qu'elle aille loin dans le champ échographique, qu'elle soit verticale, qu'elle efface ligne A, qu'elle bouge avec les poumons, pour pouvoir vraiment se dire c'est une ligne B. Si c'est pas le cas, bah, c'est possible en tout cas que ce soit une ligne Z, c'est normal, c'est un autre artefact de l'écho. On a aussi des lignes E. Ça, globalement, c'est une ligne qui va nous faire comme un aspect similaire aux lignes B, mais qui va être très superficielle. Elle ne va pas du tout s'étendre de la ligne pleurale qui est visualisée par la flèche rousse ici. Elle s'étend bien jusqu'en bas du champ échographique et elle ne bouge pas avec la respiration. Globalement, bon, c'est dans des cas très précis, hein, mais on va pouvoir le voir dans les cas d'emphysème sous-cutané. Et ça, c'est vraiment le côté proximité avec la sonde et le fait que ça ne bouge pas avec le champ pulmonaire qui va pouvoir nous dire ah bah c'est pas comme d'habitude et nous faire penser notamment à ce diagnostic d'emphysème sous-cutané que vous allez de toute façon après pouvoir mieux évaluer avec la radio notamment. Par rapport à l'épanchement pleural, donc quand on recherche de l'épanchement pleural, on va aller rechercher une plage qui est anéchogène ou échogène, notamment si c'est un saignement ou un pyothorax, plutôt angulaire avec un angle plutôt aigu qui se forme avec le diaphragme entre les poumons et la plèvre pariétale du thorax. Ça va être mieux visible en fenêtre péricardio-diaphragmatique, mais on peut aussi l'avoir en ventrale dans les autres fenêtres. Et ça va être caractéristique. On ne va pas avoir de signe du glissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque tout simplement, les deux plèvres ne seront pas accolées et seront décollées. Parfois, ce n'est pas toujours facile de reconnaître de l'épanchement. N'hésitez pas à faire des suivis si vous avez un doute. De toute façon, une petite lame d'épanchement, la plupart du temps, vous n'en ferez pas grand-chose. Mais par contre, si elle augmente et elle s'accumule, que là, ce sera un petit peu plus important pour la suite de la prise en charge. Pour augmenter sa sensibilité de détection et pouvoir pas rater un épanchement pleural, ce qui va vraiment faire la différence, c'est de augmenter le nombre de fenêtres et le champ que vous allez balayer avec votre sonde.
Donc, effectivement, vous allez vraiment pouvoir le suivre le long de la paroi du diaphragme, parce que c'est notamment des endroits où il s'accumule beaucoup. Sur un chien en position sternale ou debout, ça va vraiment être en ventral qu'on va en avoir. Donc, on va particulièrement rechercher au niveau de la fenêtre péricardio-diaphragmatique. On va notamment même pouvoir vraiment, en abdominal, au niveau du processus xiphoïde, pouvoir balayer un petit peu dans toutes les directions, comme indiqué sur cette image ici. Ça va vraiment nous augmenter notre champ de détection. Et puis après, vous pourrez suivre toute la ligne pleurale ventrale ici pour pouvoir au mieux le détecter, et ce, des deux côtés. Je vous ai mis une petite vidéo ici. Je ne sais pas si quelqu'un est chaud pour prendre la parole et nous dire ce qu'il voit et à quoi il pense sur cette vidéo. Oui, si tu veux, je peux essayer. Ouais, enchanté, tu t'appelles comment? Je m'appelle Pierre-Louis. Bonjour Pierre-Louis. Eh Bonjour ben, je te Camille. laisse me dire ce que tu vois sur cette vidéo. Tac, tac, tac. Bah déjà, je vois. Je pars du très large ou quand tu veux. Comme tu le sens. Bah, je retrouve la structure du coup dans mon thorax avec les côtes et mon signe, on va dire, de Batman. Oui, Après, très vite, j'ai un parenchyme. Enfin, je retrouve même. J'ai un peu du mal même à voir la plèvre avec son côté ouais, hyper écogène. ouais, je suis d'accord. Heu, Bah, très vite, alors que je m'attends à un parenchyme assez homogène, au niveau pulmonaire, j'ai l'impression de voir quand même une écogénicité, tissulaire, mais qui s'alterne avec des cavités, qui contiennent, des structures, plus anéchogènes, comme si on avait du liquide, ou ouais, comme des espèces de kystes, on dirait, parce que ça c'est assez Ouais, délimité. ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est dans le parenchyme, mais Dans le parenchyme pulmonaire. ouais, ça me fait bizarre, Ouais. mais c'est Comment peut-être, tu ferais la différence? Comment tu ferais ouais. la différence pour savoir si c'est du poumon ou pas du poumon? Heu, c'est une bonne question. Je pense que si c'était du poumon, il y aurait j'aurais peut-être des lignes B, du coup? Si c'était dans Hem, le alors, bah, ça dépendrait un peu de la quantité, d'air ou pas qu'il y a dedans. Mais si vraiment tu as un poumon, comme on dit, hépatisé, tout consolidé, ouais, ben, on verrait pas forcément de ligne B à l'intérieur, et ça pourrait prendre, cet aspect-là. Enfin, OK. ton diagnostic pour toi, quel est ton diagnostic pour toi sur cette image? C'est une bonne question. Chez Tarzan? Je sais pas. Ouais, Je OK. je dirais peut-être genre, j'en sais rien, en vrai, des abcès ou des abcès pulmonaires. Ouais, globalement, on est dedans, hein. On est carrément dedans. Ça, c'est un exemple de pyothorax chronique chez un chat. OK, Globalement, le piège ici, il y en a plusieurs. C'est que, effectivement, tu l'as super bien dit, on voit pas la ligne hyperéchogène qui est la ligne pleurale. Par contre, avec les mouvements, en fait, de la sonde et du chat, parfois, on a l'impression que ça glisse un petit peu au-dessus. Ça, c'est vraiment juste parce que, c'est notre sonde qui bouge, et le chat aussi qui peut, tressailler, mais nous, on n'a pas de signe du glissement ici, entre les 2 plèvres. Donc il y a une absence du signe du glissement. Derrière, effectivement, ce qu'on observe, c'est une plage plutôt, hyperéchogène et hétérogène, je suis d'accord, avec des cavités un peu délimitées par des parois, avec un contenu, plutôt hypoéchogène à l'intérieur. Et parfois, j'ai quand même l'impression de voir des structures un petit peu, linéaires, avec, comme des vaisseaux, qui partiraient d'ici. Cette image-là, elle pourrait faire penser à, un parenchyme consolidé. En fait, il se trouve que c'est un pyothorax vraiment super épais. Je vous l'ai mise justement parce que, bah, c'est une image, sur laquelle on peut se tromper.
Et probablement que les plages ici, effectivement, ça peut être des cavités de pus en fait, qui se forment, donc des micro-abcès à l'intérieur, totalement. Ça, c'est parce que c'est un pyothorax chronique chez ce chat et que globalement, il va avoir tendance à se solidifier, se consolider, à pas trop bouger et à prendre cet aspect vraiment très hyperéchogène. Donc, ça reste quand même un épanchement et c'est pas du tissu pulmonaire. Si on voulait faire la différence entre les deux, éventuellement, on pourrait mettre du Doppler à l'intérieur. Alors, ce serait un petit peu, ça pourrait être faux parce qu'on a les vaisseaux ici qui partent du cœur, mais qui sont juste les gros vaisseaux. On est d'accord qu'ils ne viennent pas irriguer, enfin, ce ne sont pas la microvasculature du poumon ici. Et ça pourrait parfois nous aider, nous permettre de faire la différence. Mais ici, on est bien face à un épanchement pleural qui est très échogène. Donc n'oubliez pas, on s'attend toujours à cette image de triangle anéchogène. On peut quand même avoir des épanchements qui sont très particuliers, notamment sur les pyothorax et sur les hémorragies, les hémothorax. On peut avoir aussi comme ça des choses très particulières, très échogènes. OK. Merci Pierre-Louis pour ton interprétation de cette vidéo. Merci à toi. On va continuer avec le signe du rideau, le curtain sign. Globalement, ce signe, il va se situer vraiment juste entre le thorax et juste à la limite entre le thorax et l'abdomen. On ne va pas voir le diaphragme normalement, hein, c'est vraiment quand on vient se mettre perpendiculaire, cododorsalement à notre parenchyme pulmonaire. Et on va voir en fait cette bande de ligne A qui va venir dans notre champ échographique et faire un mouvement de va-et-vient en même temps que la respiration. Donc, à l'inspiration, on va avoir apparition de cette bande de ligne A, et à l'expiration, avec la réduction du champ pulmonaire, on va avoir la disparition de ceci. Et ça va nous masquer en fait les structures abdominales. Si on voit le diaphragme dans cette position-là, donc je ne parle pas de vraiment la position phrénico-péricardique, hein, où là vraiment c'est normal de voir le diaphragme. Je parle vraiment sur nos fenêtres latérales. Hein. C'est pas normal de voir le diaphragme dans ces conditions-là, parce que normalement on va vraiment avoir le poumon directement qui nous fait des lignes A et qui nous masque le reste des structures. Si je vois mon diaphragme dans cette zone, c'est parce que j'ai quelque chose dans l'espace pleural qui va en fait pouvoir me souligner mon diaphragme qui est plus profond et pouvoir me le montrer. Et notamment, ça va être le cas lors d'épanchement pleural ou si j'ai une consolidation pulmonaire qui donne cet aspect tissulaire et va laisser passer les ultrasons. Je vous le mets précisément en vidéo. Donc j'ai cette bande ici, hein. Ici, je me trouve du côté du thorax, ici du côté de l'abdomen. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, on a un bout de vésicule biliaire et de parenchyme en fait, hépatique ici. Là, ma sonde, elle ne bouge, bon, elle bouge légèrement de gauche à droite, mais à la fin de la vidéo, mais sinon, elle est en statique et c'est vraiment la respiration du chien qui va me faire disparaître ceci. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu donc, pour revenir sur le curtain sign, le signe du rideau, il va être important notamment pour se demander est-ce qu'il y a de l'épanchement ou un pneumothorax, puisqu'on va avoir perte de ce signe-là dans ce cas-là. Parce que, ou en tout cas, on va avoir une modification de ce signe parce qu'on aura dans l'espace pleural quelque chose qui va nous le masquer et ne pas nous faire ce mouvement de va-et-vient régulier avec la respiration. Ensuite, je vous fais un petit point sur la consolidation pulmonaire avec notamment le shred sign, le signe du déchiquement. Le shred sign, ça va être cette limite un petit peu irrégulière en fait entre le poumon aéré et le poumon consolidé. Donc le poumon consolidé, c'est la plage hypoéchogène qu'on voit ici. Et puis en dessous, c'est du poumon qui lui est bien aéré et bien aéré, et en tout cas un petit peu plus aéré et va vous faire soit 3 lignes B comme on voit ici, soit éventuellement des lignes A en dessous. Les critères pour le diagnostiquer,
c'est que, en particulier quand je parle de la consolidation pulmonaire, faut bien vérifier que ce soit intrathoracique, donc, et pas que je sois dans l'abdomen, que je vois notamment un bout de foie. Parce que l'étape d'après, après le shred sign comme ceci, c'est vraiment d'avoir une hépatisation de mon lobe pulmonaire qui donne un aspect vraiment d'une structure tissulaire comme celle que je pourrais retrouver dans celle du foie. Donc, pour bien vérifier que c'est une consolidation pulmonaire, il faut bien que je m'assure que je suis bien dans le thorax et que je ne suis pas en train de regarder un bout de foie, que mon origine, elle prend bien au niveau de la ligne pleurale, et ça me donne cette écostructure d'aspect un peu hépatisé. Le diagnostic différentiel que je vais en faire derrière, c'est soit de l'atélectasie à vraiment un niveau avancé, éventuellement après bronchopneumonie, thromboembolie. Dans le cadre de néoplasie aussi, toutes les masses pulmonaires vont vous le faire, et éventuellement les granulomes, comme on pourrait les retrouver sur des pyothorax ou des PIF. Concernant le pneumothorax, ce qui va vraiment pouvoir m'aider à faire la différence entre tout, c'est globalement, pour dire si oui ou non il y a un pneumothorax, ça va être, je vais rechercher des critères d'exclusion d'un pneumothorax, donc le présence du signe du glissement, qu'en fait, je vais évaluer tout le long. Je vais partir cododorsalement, je vais faire mon S et je vais évaluer tout le long, mais particulièrement en cododorsal, c'est là où on s'y intéressera le plus parce que sur mon patient en décubitus sternal, c'est là où vraiment le gaz va se mettre. Et globalement, nous, par nos urgentistes actuellement, c'est ce qui est le plus utilisé pour pouvoir dire si oui ou non il y a un pneumothorax. C'est est-ce que j'ai un signe du glissement dans mon parenchyme pulmonaire et quand j'arrive en cododorsale, est-ce qu'il s'arrête? C'est ça qui va pouvoir faire la différence. Quand j'ai des lignes B aussi, ça veut dire que j'ai pas de pneumothorax puisque je vois du parenchyme pulmonaire, donc mes ultrasons n'ont pas été coupés par de l'air qui serait dans l'espace pleural. Donc ça va pouvoir m'enlever l'hypothèse de pneumothorax, mais uniquement pour la zone que je suis en train de regarder, bien sûr. Et quand il y a un doute, ce qui peut aider, c'est le passage en mode temps-mouvement. Donc, comme on fait en cardiographie, globalement, en temps-mouvement, sur un patient normal, on va avoir le signe de la plage, entre guillemets, avec la différence qui se fait ici au niveau de la ligne pleurale. Donc, en fait, on va avoir des bandes parallèles équidistantes et puis ensuite un espèce de flou un peu granuleux qui représente donc le sable qui va nous faire ce signe de la plage dans un poumon sain. Alors que quand j'ai du pneumothorax, je vais de nouveau en fait avoir des lignes A qui vont interférer et je vais avoir le signe du code barre. Le plus important pour bien interpréter ce signe, et c'est le plus dur en temps mouvement, c'est de vraiment pas bouger parce que le moindre mouvement que vous ferez au niveau de la sonde viendra vous faire des artefacts d'interprétation. Mais voilà, mais le plus utilisé, c'est présence ou absence du signe du glissement et la localisation vraiment dans les lobes cododorsaux. Ensuite, petit aparté sur la recherche du point pulmonaire. Ça, globalement, c'est le point où vous aurez d'un côté un signe du glissement, de l'autre côté plus de signe du glissement. Donc, ça va être un peu la limite entre la limite de votre pneumothorax. Donc, comme vous voyez ici, il y a un pneumothorax qui est modéré et mon signe du glissement, il va être situé au niveau de la sonde, la troisième sonde ici. Quand j'aurai un pneumothorax plus important, mon long point, vraiment mon interface entre j'ai du signe du glissement ou j'en ai plus, on va pas le retrouver parce qu'il y en a beaucoup plus et ça va m'indiquer que le pneumothorax, il est un petit peu plus important en termes de quantité. C'est pas une évaluation quantitative parce que clairement, je peux pas dire précisément combien il y en a, mais ça va me donner un aperçu, une donnée plus qualitative de est-ce qu'il y en a un peu, beaucoup, ou si c'est en quantité modérée. En pratique, c'est pas toujours utilisé. Il y a une autre chose qui peut nous aider dans les signes du pneumothorax et qui est décrit, c'est d'utiliser le fameux donc, signe du rideau qu'on vient de décrire, le curtain sign. Et en fait, si on a des signes du rideau qui sont anormaux, donc notamment ici, je voulais schématiser un double signe, c'est-à-dire qu'on va avoir nos lignes A
qui vont venir se séparer et s'écarter, pas forcément avec un mouvement, au cours du mouvement respiratoire, ou pas forcément, notamment si on a des battements cardiaques, parfois ça peut juste nous écarter comme ça un petit peu les lobes pulmonaires et nous faire apparaître une bande qui va correspondre en fait à un signe anormal et à la présence de pneumothorax. Et en fait, on va pouvoir voir les structures abdominales sous-jacentes. Pour observer ce signe-là, donc c'est bien important de se mettre sur la ligne costale abdominale. Souvent, vous partez dorsalement jusqu'à ventralement. On peut aussi avoir des signes du rideau asynchrones. Ça, c'est quand vous aurez, au cours de la respiration, un signe du rideau qui, au lieu de venir comme à son habitude, verticalement et revenir avec la respiration, on va avoir un décalement un petit peu en diagonale qui va se faire au niveau toujours de cette jonction thoraco-abdominale. Et ça, ce sera un signe du rideau anormal qui pourrait être signe aussi de pneumothorax. Honnêtement, ce n'est pas les signes qui sont les plus faciles à interpréter. Vous pouvez toujours essayer de les rechercher pour aller les voir, notamment si vous avez un signe de certitude de pneumothorax pour vous entraîner, mais ce n'est pas toujours facile. Moi, je ne suis pas très à l'aise sur ces signes-là, et en pratique, en SI, ce n'est pas ce qu'ils utilisent le plus. Et ensuite, pour faire le point sur le focus abdominal, n'oubliez jamais les limites à ne pas engager l'état clinique de l'animal, donc notamment en ne le mettant pas sur le dos, et aussi par le fait que si vous avez un animal en tachypnée qui bouge beaucoup, qui est voilà, sur lequel l'échographie ne va pas être facilitée parce qu'il a sa peau laisse pas trop passer les ultrasons, etc., ça vous fera une altération de votre qualité d'image. N'oubliez pas que vous n'évaluez pas globalement le thorax, mais surtout en fait l'espace pleural et la périphérie des poumons. Et que même si vous avez un focus négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lésion, d'une que vous auriez éventuellement pu louper, ou de deux qui seraient plus profondes, notamment dans le parenchyme pulmonaire. En termes de suivi, on utilise aussi le focus thoracique pour les suivis d'épanchements pleuraux et aussi sur les patients qui sont instables après une fluido, pour évaluer notamment parfois une surcharge ou en post-op pour voir s'il y a un épanchement qui se déclenche ou non. Ou sur, par exemple, un animal polytraumatisé, je n'ai pas d'épanchement à l'admission, mais je vais pouvoir revérifier 4 ou 8 heures après si je n'ai pas un épanchement qui s'est accumulé et que je pourrais voir. Et maintenant, on va passer un peu à une succession de vidéos pour voir un petit peu ce que vous voyez. S'il y en a un qui veut se lancer, je vais la passer plusieurs fois et puis je vous laisse prendre la parole à celui qui souhaite se lancer sur ce qu'on voit sur cette vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Je peux refaire, hein, mais c'est pour les autres. Bon, tu peux refaire si tu veux, Pierre-Louis, et on essaiera de changer à la deuxième. Ouais. Allez, go. Ouais, Je te la remets au début, c'est un petit peu plus facile. Ouais, du coup, pour commencer, là, je vois beaucoup mieux mes plèvres Oui, avec la ligne hypericogène. ouais, je suis d'accord. Ici, parfait. J'ai mon signe, enfin, je vois mes côtes, j'ai mon signe de Batman. Ouais, Je vais avoir, il me semble, au-dessus de la plèvre, je vais avoir un petit espace anéchogène. ouais. Je sais pas, tu vois, si ça peut être un signe d'emphysème sous-cutané ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il se répète pas mal. Cette Je bande sais pas ici, trop où là? je suis. Ouais, Ouais. On va vraiment être accolé à la. Enfin, ça va vraiment être juste derrière la plèvre pariétale du thorax. Donc, je vais être dans les muscles du thorax, quoi.
Ouais, voilà, Les ça muscles, ça dépend. va être ça va être les muscles au niveau des muscles intercostaux, pour te donner un ordre d'idée. Ok, Le sous-cut, il va vraiment plus être au niveau de la sonde ici. ok. Bah, du Et coup, et ouais. comment? Ouais. Non, vas-y, vas-y. Oui, et du coup, cette bande hypoécogène, si c'était de l'emphysème, ça nous masquerait les structures sous-jacentes parce que j'aurais de l'air qui donc réfléchirait les ultrasons. Là, le fait que je Oui, puisse ok. continuer à voir en dessous, ça veut dire que c'est des structures tissulaires. Donc, probablement que c'est du muscle, c'est normal. Ok. Bah après, j'ai un parenchyme pulmonaire qui au début, au début de la vidéo, me semble relativement normal avec des lignes Ouais, A. ouais, je suis d'accord. Ici, les lignes A qu'on voit ici, plutôt sur la gauche de la vidéo, on en revoit Voilà. passer un petit peu sur ces deux fenêtres costales. Je suis absolument d'accord. Poumon normal. OK. Et plus on avance dans la vidéo, plus on a un parenchyme pulmonaire qui a une. Enfin, je me demande si c'est pas le foie, hein, d'ailleurs, mais qui une sorte de d'hépatisation du parenchyme pulmonaire. Je vois pas trop en fait le diaphragme. Et du coup, je saurais pas te dire si c'est normal et qu'on passe dans du foie ou pas. Ouais, on est à la limite effectivement et ça, c'est le foie normal. Ah, c'est le foie normal, ok. Ouais, et qu'est-ce que Ok. tu penses des petites lignes hyperéchogènes qu'on voit passer un petit peu partout là? Les lignes Euh, hyperéchogènes verticales dans le parenchyme? vertical. Ouais, je vais te alors je vais essayer de pas refaire l'erreur Ouais, que j'ai faite. c'est peut-être les lignes E là dont tu parlais. Ouais, mais est-ce qu'elles s'étendent? Oh, attends, je vais essayer de stopper. Est-ce les lignes E, elles s'arrêtent au bout de 2 à 5 centimètres, Ah, ok, notamment oui, cette celle que tu ligne-là, vois là. là. Ouais, ok. Ouais, Oui, là, on va être sur des lignes B, ouais, OK. mais je les interpréterai pas comme problématiques. Enfin, pour moi, il y en a peu. Ouais, il y en a peu, je suis d'accord, hein. On en a, alors parfois au début là, plus par ici, on peut en voir une, 2, quasi 3, les unes à côté des autres. Elles sont toutes fines, il y en a pas beaucoup. Oh pardon. Effectivement, elles m'inquiètent pas ou en tout cas, c'est vraiment un poumon très légèrement, humide. Mais on est plutôt sur un poumon sain. Ouais, j'aurais pas. Enfin, en tout cas, je les aurais pas interprétés de manière lésionnelle. Ouais, je suis assez d'accord. Globalement, ça, c'était un chat avec des poumons sains, que j'avais laissé un tout petit peu en décubitus, dorsal pour qu'il y ait un tout petit peu d'actéectasie, pour vous montrer que, globalement, j'ai un poumon qui est normal. Enfin, c'est ce que vous pouvez avoir en urgence, quoi, et que j'ai quelques lignes B, qui passent, mais effectivement, je m'en affole pas, elles sont pas coalescentes, et même si je peux en avoir un petit peu plus de 3 par champ, bah, ça peut être juste de la tectasie parce que mon animal il est couché et qu'il est resté longtemps sur le côté, notamment dans la voiture ou quoi que ce soit. Ok, parfait pour moi. Ou tu avais peut-être d'autres choses à dire? Non, non, c'est bon. Et Merci. bah, c'est Merci. tout bon. Impeccable. Je vous en passe une autre qui n'est pas avec le même échographe. L'interprétation, elle est pas tout à fait la même. Pareil, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et nous dire ce qu'il voit? Je peux vous arrêter sur cette image-là qui est la plus parlante. Moi, je veux bien si vous voulez. Ouais, C'est Audrey. enchantée, Audrey. Enfin, enchantée. Du coup, là, je pense qu'on est dans le cadran péricardique. On voit le cœur en Ouais, bas à gauche. ouais, Et j'ai le sentiment qu'on voit ouais, vers le cœur un petit triangle anéchogène, là en haut à droite de l'image, ouais. qui pourrait être compatible avec un épanchement, du coup. Ok. Un épanchement de quelle nature? Thoracique, Euh, quelle nature? ouais, pleural ou péricardique? Ah, je dirais pleural. Pourquoi? J'ai le sentiment que ça suit pas la forme du cœur, ou peut-être, je sais pas, mais Ouais, j'ai le sentiment. J'ai le sentiment que ça fait pas tout le tour du cœur comme on voit sur les péricardiques. Ça fait plutôt un triangle. ouais.
Je suis tout à fait d'accord. Parfois, c'est vraiment pas facile de faire la différence entre, un épanchement pleural ou un épanchement péricardique. Les signes qui vont être, bon, c'est tout bon Audrey, hein, nickel, merci pour le diagnostic. Les signes, qui vont être importants effectivement, ce que vous pouvez faire avec votre échographe, c'est prendre un petit peu prendre un petit peu de profondeur pour essayer de voir votre sillette cardiaque dans sa globalité. Là, vous voyez, on n'est pas très profond, enfin, on voit tout juste le cœur, mais pour l'épanchement péricardique, c'est bien d'être encore un petit peu plus profond parce que c'est là qu'on va vraiment voir cette bande anéchogène qui fait le tour de la sillette cardiaque et qui est bien délimitée par le sac péricardique qui forme une bande hyperéchogène. La plupart du temps, effectivement, quand c'est localisé qu'à un seul endroit, que ça prend cette forme un petit peu plus triangulaire, il y a beaucoup plus de chances que ce soit un épanchement pleural. Donc, très bien. Ça me va parfaitement. Je vous en mets une autre. Je vous arrête sur l'image la plus notable. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole. Hop là. Pour m'interpréter ceci. Bah, si personne ne veut le faire, je le fais aussi. Allez, vendu. Ok, bah, sur l'image sur laquelle tu t'es arrêté, donc on voit notre plèvre hyper échogène en haut et ensuite en bas, on voit pas du tout le parenchyme pulmonaire. On voit Ouais. comme des lignes B qui seraient coalescentes. Ça fait toute la profondeur du thorax. Enfin, en tout cas qu'on peut voir. Bah, vendu, hein. Et on en a quelques-unes après des lignes B qui sont plus en périphérie ici. Mais ça, c'est vraiment un bel exemple de ligne B coalescente où vraiment elles vont remplir quasiment tout mon champ échographique et qui signifie qu'on est quand même sur une atteinte une quantité de liquide dans les poumons qui est assez marquée et assez importante. Les lignes B, vous pouvez les quantifier et vraiment dire il y en a beaucoup, pas beaucoup, plutôt pareil, toujours les localiser et puis dire si elles sont coalescentes ou pas. Ça va pouvoir donner un ordre d'idée de la sévérité de la pathologie et c'est quelque chose que vous allez pouvoir suivre aussi échographiquement. J'avais des lignes B coalescentes sur un œdème pulmonaire à l'admission. Je fais mon furo, mon ensemble de la prise en charge et 24 heures après, j'ai beaucoup moins de lignes B, elles sont moins coalescentes, etc. Ça va pouvoir aussi vous aider pour le suivi. Parfait pour moi. Là, ici, sur cette vidéo, je vous ai remis un signe du rideau normal avec les lignes A qu'on voit bien ici, la ligne pleurale hyper échogène et puis mon foie qui est juste en dessous avec mon parenchyme pulmonaire qui va bouger en fonction de la respiration. Donc là, ma sonde ne bouge pas, en tout cas, c'est le moins possible. Et j'ai vraiment ce signe du rideau qui va venir et apparaître comme un signe du rideau normal. Et après, je vais juste regarder. Ouais, parfait. Et ça, je vais vous montrer la dernière vidéo. Comme ça, après, je serai dans le timing à peu près pour pouvoir vous libérer. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur cette vidéo-là ? Personne veut essayer? J'allais dire pareil. C'est toujours les mêmes, hein. Ouais, exactement. Allez-y, les gars. Je vous donnerai des petites images à la fin. Vous pouvez y aller tous les deux si vous voulez. Vas-y, Vas-y, Audrey, qu'est-ce que tu vois? Déjà sur les images à la fin, on voit pas mal de lignes B qui sont coalescentes en plus. Ouais, Et je suis d'accord. un shred sign aussi, on a la plèvre qui est totalement irrégulière. Enfin, en tout cas, la ligne hyper échogène qui est totalement irrégulière. Parfait. Ok, vas-y, Ok. fini pour le début. Et donc ça, Audrey, t'en fais quoi? Déjà, ligne B coalescente, je pense qu'il y a un signe
d'œdème. C'est vrai Mhm. qu'il y a de l'œdème, enfin, en tout cas, il y a du liquide. Et après, le shred sign. Qu'en faire? Bah, je sais pas trop. Enfin, il y a une atteinte du parenchyme, mais enfin, il est un peu Il consolidé, est, je pense. il est consolidé. Ouais, parfait. Et je ne sais pas si tu te souviens au début, mais j'ai dit les lignes B, c'est vrai que c'est du Oui, poumon humide, ça peut être du liquide à l'intérieur, mais pas oui. que. Ok, Ça peut ouais. être aussi, tu as dit hémorragie ou atélectasie. Du coup, là, c'est peut-être de l'atélectasie pour le coup. Donc, ça peut être atélectasie, fibrose ou une masse pulmonaire. Ah, ok, ok. Ou Bah, après, du en coup, là, fait, peut-être. associé à un shred sign, on va retomber sur les signes de la consolidation pulmonaire. Tu es Ok, d'accord avec ouais. ça? Bah, du coup, on serait peut-être plus sur une masse là alors. Eh ben, je vous remonte le début de la vidéo. Qu'est-ce que vous voyez Ouais. plutôt au début là? Ah ouais. On voit la masse là, bah, vers la gauche là. Voilà là. Ouais, Ouais. je vais vous la remettre. Ici, on est Hop d'accord? là. Ouais, là, on voit la Ouais, masse. ouais. Parfait, hein. Donc effectivement, on a une structure assez hétérogène, plutôt d'écostructure tissulaire que je peux quand même bien délimiter. Donc, ce serait difficile de dire au début est-ce qu'elle est médiastinale, parce que là, je suis quand même pas très loin du cœur, ou si elle est pulmonaire, mais elle est en continuité effectivement avec un parenchyme pulmonaire qui présente un shred sign et des lignes B. Donc, je suis très probablement face à une masse Tumoral. qui est ouais, tumorale et bien pulmonaire, quoi, dans le Pulmonaire. thorax. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Donc, Bien joué, Audrey. voilà. Comment, Pierre-Louis? Non, je disais bien joué, Audrey, du coup. Bah ouais, trop forte. Donc voilà, on a balayé un petit peu tous les signes. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous Moi, j'ai une voudriez? question. Ouais. C'était des images d'un chat, d'un chien? Batman, là, celui que je viens de montrer, Oui, ça, c'est un chat. c'est un chat avec, c'était quoi? Enfin, c'est un faux médiastinal ou un truc comme ça? Enfin, Euh, c'est une masse pulmonaire. C'était un vieux ah, chat pulmonaire, ok. qui était présenté pour détresse, détresse respiratoire et amaigrissement. Ouais, Euh, et globalement, il me semble qu'on avait où il n'y avait pas de détresse respiratoire, c'était juste un amaigrissement. On avait commencé par l'écho et nous, à l'écho, on avait vu des signes d'épanchement pleural. Donc, on est allé regarder un petit peu dans le thorax avant qu'il fasse les radios de thorax. C'est là où on avait vu la masse. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'était un carcinome bronchique, qui est une des ah, ok, tumeurs, ok. qui est une des tumeurs pulmonaires primitives, enfin la tumeur pulmonaire primitive la plus fréquente chez le chat âgé notamment. Ok. Parce que ça me faisait penser à autre chose, mais du coup, c'était pas pareil. Mais Non. deux chats que j'ai reçus leucose positif et du coup qui avaient un lymphome médiastinal. Mais Ouais, donc, en fait, la masse, elle faisait beaucoup plus délimitée. Enfin, vous voyez que c'était pas mélangé avec le parenchyme pulmonaire, en fait. avec le parenchyme pulmonaire. Mais c'était des images semblables, mais quand même, il y avait une atteinte du parenchyme aussi À côté. à côté. Effectivement, hein, c'est pas facile de le dire. Bon, la position va beaucoup nous aider. Hein. Si vous êtes cododorsalement, on est d'accord que dans les lobes cododorsaux, à l'extrémité, il y a peu de chances que ce soit enfin, ça peut pas être médiastinal. Euh, mais effectivement, quand on est plus en ventral dans la fenêtre péricardique, on peut plus avoir le doute. C'est pas toujours facile de faire la différence. La radio, honnêtement, nous aidera beaucoup plus là-dessus. Et on peut avoir ces mêmes des images qui sont semblables à celle-ci. Parce que on peut avoir la masse et à côté du poumon qui est consolidé parce que il y a de la télectasie secondaire à l'effet de masse en fait, hein, qui va réduire la taille des poumons et donc nous faire pareil un shred sign avec des lignes B et éventuellement un poumon hépatisé. Ok, moi j'avais une autre petite question. Est-ce que tu as encore des images après ou Non, c'est juste c'est la une... dernière oui, Ok, c'est la dernière vidéo. non, moi j'avais une question du coup. Parfois quand je fais des échos thoraciques, j'ai l'impression d'avoir sur des animaux plutôt sains comme une irrégularité au niveau de la plèvre, comme si ça avait un petit cercle.
enfin un petit demi-cercle. Ok. Est-ce que ça, c'est forcément des nodules ou est-ce que ça peut être autre chose, des vaisseaux, j'en sais rien, ou des bronches qu'on peut voir plutôt à la surface juste... C'est-à-dire que tu vas avoir ta plèvre ici Oui, et et ça va faire une petite irrégularité, un petit cercle. Alors, il faudrait que je te le dessine. C'est comme un ouais, petit cercle, un petit demi-cercle, et hop, ça va reprendre la ligne de la plèvre, tu vois. ok. Et tu l'observes fréquemment sur des chasses, hein? Pas fréquemment, mais je l'ai déjà observé. Je ne savais pas si je devais l'interpréter spécifiquement ou si ça pouvait être physiologique, ça pouvait être autre chose que j'ai jamais vu. Ok. C'était hypoécogène? Bah, du coup, c'était hyper écogène. Ça Hyper? suivait la ligne de la plèvre, hyper Ok. écogène, le cercle, et à l'intérieur, plutôt hypo. Ok. Parce que quand on a de la carcinomatose pleurale, on, Ok. on peut avoir une infiltration tumorale métastatique au niveau de la plèvre avec plein de petits nodules qui vont venir se coller à la plèvre. Donc, dans le cadre d'une suspicion de tumeur disséminée chez un chat âgé, à mon avis, c'est des images que vous allez pouvoir retrouver. Ok. Dans d'autres circonstances, c'est une bonne idée. C'est une bonne question, pardon. Ce serait une bonne idée d'éventuellement faire une radio pour pouvoir voir. L'idéal pour voir précisément savoir ce que c'est, de faire un scan. Mais si jamais tu en as la prochaine fois, tu peux toujours prendre la vidéo, me l'envoyer et Ok. on peut en discuter. Ok, ouais, je Mais t'enverrai. En l'occurrence, ce chat, je me rappelle que j'avais fait des radios thoraciques et que j'avais pas de signe, pas de lâcher de ballon ou pas de signe de processus tumoral, plutôt des signes de bronchopneumopathie, soit infectieux, soit de l'asthme, pour le coup. Ok. Et après, sachant que, à mon avis, tu peux passer aussi sur les récessus qui vont tenir le diaphragme. Oui, Et à mon avis, ça peut te faire des petites irrégularités, mais il y en a pas beaucoup, quoi. ok, Tu pourras tomber dessus, ça, je pense, en fenêtre phrénico-diaphragmatique. ok, d'accord, ça marche. Bah, Mais, si j'ai de nouveau ces images, je te les transmettrai, tu me diras. ouais, avec plaisir. Et je demanderai en parallèle à nos urgentistes s'ils ont déjà vu ça et ce à quoi ils peuvent penser. Ça marche. Merci. Ok, avec plaisir. Et ben, c'est tout bon pour moi. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Du coup, je pense que comme le timing était un peu short pour le focus cardiaque, je pense qu'on pourra refaire la prochaine fois sur le focus cardiaque si ça vous va, parce Allez, que ça on aura marche. pas mal de choses à dire aussi. Et après, je ne sais pas si vous avez des retours à faire sur le fait qu'on regarde des échos. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est dur parce que c'est des images fixes? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est moins facile que... Enfin, je pense que c'est un petit peu moins facile quand même que les radios, mais si ça continue de vous intéresser, on pourra en refaire sur d'autres thématiques, notamment dans l'abdomen, parce que je pense qu'en urgence, vous pouvez voir plein de choses Oui, dans l'abdomen. oui. Je pense qu'il faudra auxquelles, qu'on fasse une session abdo prochainement. Voilà. Et puis, comme toujours, si vous avez des idées sur lesquelles vous voulez qu'on travaille, si vous voulez m'envoyer des